Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité de la mi-journée. Voici les titres de ce journal. Dans l'actualité au Mali, l'attaque contre le camp militaire de Tessalit est revendiquée par Ansardine. Au moins 9 roquettes et obus de mortier ont été tirés. Toujours dans le nord du pays, violent accrochage entre groupes armés Touareg à 245 km de Gao. Entre 5 personnes auraient été tuées. Et puis la disparition du vol d'Erazia, les découvertes se succèdent dans la zone de recherche de l'avion disparu du Manche. Les débris de l'appareil flottent en mer de Java et plusieurs corps de passagers ont été repêchés. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue sur la première chaîne panafricaine. C'est sur le Mali que nous ouvrons cette édition. Avec l'attaque contre le camp militaire de Tessalit, revendiqué par Ansardine. Plusieurs roquettes et obus ont été tirés contre le camp utilisé par des soldats maliens, français et de l'ONU dans l'extrême nord-est du pays sans faire de victimes, selon la mission onusienne. L'attaque survenue lundi matin a été revendiquée par le groupe djihadiste Ansardine de Yadag Gali. Au moins 9 roquettes et obus de mortier ont été tirés sur le camp de Tessalit. Le nord du pays toujours avec ces nouvelles violences entre des groupes Touareg dans la zone de Bamba située à 245 km au nord de Gao. Entre 5 personnes auraient été tuées au cours d'un violent accrochage entre les combattants du Gatia, groupe d'autodéfense Touareg Imgad et alliés, et un groupe armé proche du mouvement national de libération de l'Azawad. Selon nos dernières informations, l'accrochage est pour l'instant terminé, mais un véhicule calciné reste visible sur les lieux. Nous poursuivons avec l'actualité. Le verdict est tombé au Sénégal. Karim Wade reste en prison. Ainsi en a décidé la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Selon son président, si Karim Wade est libéré, il risque d'y avoir des troubles d'audience qui seront dommageables à la bonne tenue du procès. Les explications de Sékou Tangara. Les avocats de Karim Wade avaient fait la demande de liberté provisoire, estimant que 20 mois en prison étaient déjà suffisants, mais le fils de l'ancien président n'a finalement pas obtenu cette faveur. Un second prévenu à la personne de Mamadou Pouy reste également en prison avec l'ancien ministre au sein de la maison d'arrêt de Rebeuss. Ce lundi, la Cour de répression de l'enrichissement illicite CRI a ainsi jugé le risque de subornation de témoins trop important dans le cas de Pouy, tandis que la libération de Karim Wade présente des risques trop grands de perturbation de l'ordre public. Les juges se sont fondés entre autres sur les bruyants soutiens du fils d'Abdoulaye Wade à chacune de ses apparitions au tribunal. Après le départ des 2 accusés qui ont rejoint leur cellule, la CREI a repris l'audition des témoins. Les partisans de Karim Wade, qui pensaient donc que leur idole allait passer le nouvel an à la maison, doivent encore prendre leur mal en patience. Le procès de Simone Gbagbo et de 82 co-accusés a repris ce matin à Abidjan. Hier, lors de la deuxième journée de ce procès de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, ses avocats ont tenté d'interrompre les audiences pour des raisons de procédure, mais sans succès. Au cours de cette deuxième journée de procès, les questions de procédure ont animé les débats. Dans le box des accusés, celle que beaucoup surnomment la dame de fer, Simone Gbagbo. L'épouse de l'ex-président ivoirien est jugée pour atteinte à la sûreté de l'État, tout comme 82 autres dignitaires de l'ancien régime. Devant le palais de justice, plusieurs dizaines de proches des victimes sont venus crier leur colère. Tous réclament justice. Nous sommes les victimes visibles des violations massives et graves des droits de l'homme reprochables à Simone Gbagbo. Nous sommes venus demander à la justice ivoirienne de nous prendre en compte, de traduire Simone Gbagbo et de la juger pour les faits de crimes que nous lui reprochons. Ces Ivoiriens se battent pour que Simone Gbagbo soit poursuivie pour crimes contre l'humanité et non pour atteinte à la sûreté de l'État. Ce chef d'accusation, la Cour pénale internationale l'a déjà retenu. La justice ivoirienne, elle, s'y refuse. Abidjan s'oppose aussi au transfert de l'ex-première dame à La Haye, où est déjà retenu son époux. La crise qui a éclaté fin 2010 a fait plus de 3000 morts.
après la victoire à la présidentielle d'Alassane Ouattara face à Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, la justice ivoirienne affirme être en mesure d'organiser un procès équitable. Nous étions en Côte d'Ivoire, nous y restons. La Côte d'Ivoire où la justice a rejeté ce lundi la candidature de l'ex-président Laurent Gbagbo, emprisonné à la Cour pénale internationale, à la tête de son parti, donnant ainsi raison à son rival Pascal Affi-N'Guessan qui avait déposé un recours. Les explications de Kolsian Garçou. Le président ordonne le retrait de la candidature de Laurent Gbagbo dans le cadre de la tenue du 4e congrès du Front populaire ivoirien. C'est en ces termes que se conclut ce lundi la décision du président du tribunal. L'argument avancé est l'exigence d'une demande manuscrite qui ne figurait pas dans le dossier des candidatures de Laurent Gbagbo. Certes, cette lettre, le règlement intérieur du Front populaire ivoirien ne le prévoit pas, reconnaît le juge, mais compte tenu que le président du Congrès, Sébastien Dano-Djedje, avait mentionné par communiqué de presse ses préalables et que le comité de contrôle des candidatures l'a entériné de fait, le dossier de l'ex-président est jugé incomplet, donc invalide. On pourrait s'en tenir là, mais la défense a d'ores et déjà fait savoir qu'elle interjecterait appel, ce qui pourrait repousser de 1 ou 2 mois encore la tenue de ce 4e congrès tant attendu. Apparemment, la bataille judiciaire entre Pascal Affi-N'Guessan et le clan Gbagbo n'est pas terminée. Justice toujours cette fois hors du continent avec la condamnation du plus populaire des opposants de Vladimir Poutine. Nous sommes en Russie. Alexei Navalny a écopé de 3 ans et demi de prison avec sursis. L'avocat du blogueur était jugé dans une affaire de détournement d'argent, procès politique selon ses partisans. À son arrivée au tribunal, Alexei Navalny sait déjà qu'il n'a aucune chance d'être acquitté. J'espère que la Russie deviendra bientôt un pays libre. Une interview immédiatement interrompue par la police, venue en nombre. Quelques partisans de l'opposant à Vladimir Poutine sont arrêtés. Moins d'1 heure plus tard, le jugement tombe. Coupable de détournement de près de 400 000 €, condamné à 3 ans et demi de prison avec sursis. Si Alexei Navalny sera libre pour le nouvel an, son frère, lui, sera derrière les barreaux, condamné à une peine ferme. Alexei Navalny dénonce immédiatement la condamnation de son frère et la pression politique exercée sur lui. Car au fil du temps, l'homme est devenu le chef de file de l'opposition à Vladimir Poutine. Candidat en 2013 à la mairie de Moscou, il avait rassemblé près de 30% des voix, un exploit face à l'homme du président. Surtout, cet avocat de formation aux accents nationalistes a fait de la lutte contre la corruption des élites russes son combat. Un combat qu'il mène sur son site et sur les réseaux sociaux. L'année dernière, Alexei Navalny avait déjà été condamné à 5 ans de camp avec sursis dans une autre affaire, pour malversation. Une peine qu'il avait déjà rejetée. Ce mardi soir, malgré la période de fêtes et de vacances, des milliers de ses partisans ont prévu de manifester devant le Kremlin. Des ONG d'opposition se préparent déjà à des dizaines d'arrestations. Dans l'actualité, l'autre titre de cette édition, le vol d'AirAsia a été retrouvé ce matin. Les débris de l'appareil flottent en mer de Java aux abords de Bornéo. Le corps de plusieurs passagers ont été déjà repêchés. Images des débris de l'avion d'AirAsia. Ces équipes de recherche comparent leurs clichés. Ici, plusieurs objets flottants rouges et blancs aux couleurs de la compagnie malaisienne. Notamment ce qui ressemble à une porte d'avion, une valise. Ici, un gilet de sauvetage, mais aussi plusieurs corps flottants à la surface de l'eau. À l'annonce officielle de l'identification de l'appareil, les familles des passagers, pour la plupart indonésiennes, laissent éclater leur douleur. Le doute n'est désormais plus possible. Le vol QZ8501 s'est bien abîmé en mer de Java, quelque part au large de l'île de Bornéo. Le vol de la compagnie low cost avait quitté Surabaya, direction Singapour, dimanche. À mi-parcours, il avait demandé à changer de route avant d'entrer dans une zone nuageuse et de disparaître des radars. À bord de l'appareil se trouvaient 155 Indonésiens, 7 étrangers dont un Français, le copilote.
Retour en Afrique, au Congo-Brazzaville, le Parti congolais du travail au pouvoir va-t-il opter pour une révision de la Constitution? La question reste à l'ordre du jour lors de la 4e session de son comité central, dont les travaux ont démarré ce dimanche. Mais la récente résolution burkinabé hante toujours les esprits. Plus de détails avec Kolsien Garçon. Cette 4e session qui se clôture demain mardi est une étape à haut risque pour le Parti congolais du travail au pouvoir à Brazzaville, car il s'agit pour les cadres de se prononcer sur la révision ou non de la Constitution de 2002, devant permettre au président Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis 32 ans de se représenter. Mais eu égard à ce qui s'est passé au Burkina Faso, certains se demandent si ça valait la peine et si la décision sera facile à prendre. Pour clore le débat, le secrétaire général du Parti congolais du travail a d'ores et déjà rejeté toute injonction ou ingérence extérieure et demande à ce que la souveraineté du Congo soit respectée, assurément pour prévenir la réaction de la communauté internationale hostile aux révisions constitutionnelles en Afrique et peut-être aussi pour étouffer dans l'œuf toute intention de révolte dans le pays. Mais l'opposition congolaise est déjà montée au créneau pour appeler le pouvoir à ne pas franchir le Rubicon. Voilà, dans le reste de l'actualité, le bilan de l'épidémie d'Ebola dépasse désormais les 7800 morts selon les derniers décomptes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Plus du tiers des cas ont été recensés en Sierra Leone, le pays le plus touché des pays d'Afrique de l'Ouest. Et puis l'Europe, de nouveau confrontée au virus. Depuis hier, un cas a été confirmé au Royaume-Uni. Une infirmière de retour de Sierra Leone a été placée en isolement dans un hôpital de Glasgow. Cap sur le Sénégal avant de refermer cette édition. Résurrection, c'est l'intitulé de l'exposition de l'artiste Abdoulaye Diallo qui s'est tenue sur l'île de Ngor à Dakar au Sénégal. Une maison transformée en lieu où l'art s'exprime dans chaque mètre carré. Retour sur un vernissage hors du commun avec Mamadou Dieye et Souleymane Anne. Un pied sur terre, la main dans la peinture et l'esprit ailleurs, tel peut-on définir celui qui, dans le monde artistique, est simplement un artiste à part entière. Abdoulaye Diallo, dans cette île solitaire de Ngor, perdue au large des côtes de Dakar, nous parle de résurrection. Le R pour moi signifie renaissance des arts et des lettres. Le E, émergence des innovations. Le S, source d'inspiration libre. Le U, union des contraires. Le R, revalorisation des artistes. Le R, recherche de nouvelles valeurs. Le E, écoute des pulsions universelles. Le C, communion avec la nature. Le T, travail consciencieux, raffiné et exaltant. Le I, incarnation de vision plurielle. Le O, ouverture au monde. Le N, nourriture spirituelle. Un esprit ailleurs pouvant traduire toute la liberté de l'artiste, la main dans la peinture pour marcher sur les traces du beau. Mais au-delà, Abdoulaye garde les pieds sur terre car il nous parle de démocratie avec comme valeur ajoutée le développement. Comment concevoir un monde dans lequel il est permis de rêver, il est permis d'être en harmonie avec la nature, où il est permis de se projeter dans l'avenir et en même temps d'interroger le présent pour en tirer une source d'inspiration que nous trouvons effectivement traduite, cette source, dans l'ensemble des œuvres que nous avons visitées tout à l'heure. Et je crois qu'il trace en même temps un chemin que nos décideurs devraient pouvoir suivre. La culture, l'art et les industries culturelles font partie également des secteurs moteurs du développement si on arrive à les orienter, à les encadrer et à les accompagner comme il se doit. Par cette exposition, l'ingénieur des télécommunications dévoile cette autre facette de l'île, là où l'art est plus beau et plus évasif. Voilà, c'est sur ce mot de culture que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie, les programmes continuent.